Bien, continuons sans plus attendre la seconde partie sur 4 du chapitre 3. Nous allons donc lire de 152 à 186, environ. On s'était quitté sur de l'air indifférent matiné de pudeur, particulier aux hommes âgés, soucieux de ne pas être pris pour de vieilles radoteuses. Il répéta ces phrases sur un ton monotone. Cette jeune fille qui jouait du piano, j'avais dû l'apercevoir déjà lors de mes précédentes visites chez Kusano. Mais sa famille, à l'opposé de celle de Nukada, était plutôt puritaine, et ses 3 jeunes sœurs disparaissaient dès que j'arrivais, ne laissant derrière elles qu'un sourire modeste. À mesure qu'elle approchait l'incorporation de Kusano, nous nous rendions visite de plus en plus souvent, et nous séparions chaque fois à regret. Le son du piano m'avait rendu complètement gauche en présence de sa sœur. Généralement que gauche, ça veut dire une synonyme de maladroit. À l'écoute de cette mélodie-là, j'avais cru surprendre quelques secrets connus d'elle seule. Et depuis lors, j'étais presque incapable de la regarder en face ou de m'adresser à elle. Quand il lui arrivait de nous servir du thé, je suivais des yeux uniquement ses jambes agiles, qui se mouvaient avec légèreté. Peut-être à cause de la mode des pantalons ou des mompés. Répandu chez les citadines, j'avais rarement l'occasion d'apercevoir des jambes de femmes, et les siennes m'émouvaient par leur beauté. Pour votre info et pour la mienne aussi, un mompé, c'est un pantalon ample porté par les paysannes. Il se présente sous forme d'une culotte bouffante, légèrement resserrée aux chevilles. Dans la carte du Pacifique, le ministère japonais de la Santé publique prôna un mouvement de diffusion du mompé, dont le port devint quasi obligatoire pour les femmes, même en ville. Des lignes qui précèdent, le lecteur conclura presque à coup sûr que ses jambes faisaient naître en moi une excitation sexuelle. Or, ce n'était pas le cas. Comme je le dis souvent, je manquais totalement d'opinion arrêtée quant au désir que l'on peut ressentir envers l'autre sexe. La preuve en est que je n'avais jamais éprouvé la moindre envie de voir une femme nue. Cependant, lorsque je pensais sérieusement à l'amour que l'on voit à une femme, et qu'une fatigue détestable, si familière pourtant, envahissait mon cœur au point de m'empêcher de poursuivre ces pensées sérieuses, lorsque je prenais mes sentiments glacés et intermittents pour ceux d'un homme lorsque je prenais mes sentiments glacés et intermittents pour ceux d'un homme définitivement lassé des femmes, alors la joie de me percevoir comme un être dominé par la raison allait même jusqu'à la satisfaction vaniteuse de faire figure d'adulte accompli. Ces mouvements du cœur s'étaient si bien installés en moi qu'ils se déclenchaient avec l'automatisme de ces distributeurs de sucreries qui crachent des caramels quand on glisse dans leur fente une piécette de 10 cents. Sen, yen, ça doit être l'équivalent des centimes pour nous, mais au Japon. Nous, on a les dollars et les centimes. Eux autres, ils ont le yen et le sen, je suppose. Déjà que 1 yen, ça coûte pas grand-chose. 10 cents, ça doit être encore moins. Ça doit être ridicule. Ça doit valoir 0,0002 $. J'étais persuadé de pouvoir aimer une femme sans éprouver le moindre désir pour elle. Il s'agissait là probablement de l'entreprise la plus téméraire jamais engagée depuis les débuts de l'humanité. Sans en avoir conscience, je projetais de devenir, si l'on veut bien me pardonner cette formulation emphatique due à mon penchant naturel pour l'hyperbole, le Copernic du dogme amoureux. De ce fait, j'adhérais en toute ignorance, là aussi, à la conception platonique de l'amour. Même si cela peut paraître en contradiction avec ce que j'ai exposé plus haut, je la prenais pour argent comptant. J'y croyais en toute honnêteté, en toute pureté. D'ailleurs, l'objet de ma croyance n'était-ce pas plutôt cette pureté? N'était-ce pas cette pureté à qui j'avais juré d'être fidèle? Je reviendrai plus tard sur cette question. Si parfois je semblais ne pas croire à l'amour platonique, la faute en revenait d'une part à mon cerveau enclin à opter pour la notion d'amour charnel, d'autre part à cette fatigue artificielle qui contribuait pour beaucoup à ma satisfaction maladive de passer pour un adulte averti. Bref, la cause de tout cela, c'était mon angoisse. La dernière année de la guerre arriva, coïncidant avec l'anniversaire de mes 20 ans. Au début du mois de janvier, tous les étudiants de mon université furent mobilisés et partirent pour l'usine d'aviation N près de la ville de M. 80% d'entre nous furent affectés à des postes d'ouvriers, tandis que les 20% restants, les plus fragiles, étaient chargés des tâches administratives. Je faisais partie de ce lot.
Pourtant, lors du conseil de révision de l'année précédente, je m'étais retrouvé classé dans la catégorie B2 et je vivais donc dans la crainte de recevoir de façon imminente, le jour même peut-être, mon ordre d'incorporation. B2. Au terme d'une visite médicale, les futurs conscrits étaient répartis en 5 catégories qui allaient d'aptes au service à définitivement réformer. La catégorie B2 regroupait les hommes susceptibles d'être recrutés par tirage au sort pour le service actif, ce qui, vers la fin de la guerre du Pacifique, devenait de plus en plus fréquent. Dans cette zone désolée, balayée par des tourbillons de poussière, l'usine d'aviation était si gigantesque qu'il faisait une trentaine de minutes pour la traverser dans toute sa longueur. Et elle bruissait de l'activité de plusieurs milliers de travailleurs. J'étais l'un d'eux, le numéro 4409, portant le matricule 953 au titre d'employé temporaire de l'administration. Cette immense installation dont le fonctionnement reposait sur un mystérieux principe de coût de production indifférent au concept de récupération du capital investi, se consacrait tout entière à un néant colossal, raison pour laquelle nous devions prononcer chaque matin un serment mystique. Je n'avais jamais vu d'usine aussi étrange, car toutes les ressources de la science et de la technologie moderne, des méthodes d'administration modernes, ainsi que la pensée rigoureuse et rationnelle d'une majorité d'esprits supérieurs, étaient dévouées à un seul but, la mort. Mort, M majuscule. Ce vaste complexe où l'on fabriquait les avions de chasse zéro destinés aux unités d'attaque spéciale, avec ses grondements, ses rugissements, ses gémissements, ses vociférations, me semblait le lieu d'un culte ténébreux. Donc, unité d'attaque spéciale, la première unité de pilotes destinée à remplir des missions suicides, fut créée à l'automne 1944 par la marine impériale japonaise. Le terme de kamikaze, vent divin, vent providentiel, ne se généralisa que plus tard. Donc, le terme kamikaze, ça vient du Japon. Donc, souvent kamikaze, un truc du genre. D'ailleurs, sans quelques grandiloquences religieuses, comment une organisation aussi gigantesque aurait-elle pu perdurer? Les administrateurs eux-mêmes, jusque dans leur manière de s'engraisser, avaient des allures cléricales. Désolé, le train, bon, je vais à côté d'un train, c'est pas de ma faute. J'essaie de parler plus fort le temps qui passe. De temps à autre, les sirènes annonçant un raid aérien retentissaient, marquant ainsi l'heure où cette religion malfaisante allait célébrer sa messe noire. Tout le bureau s'animait alors. Quelqu'un avec un accent paysan à couper au couteau s'éclamait. « C'est donc quoi les nouvelles? » Dans cette pièce, il n'y avait pas de radio. Une jeune fille attachée à la direction de l'usine arrivait pour nous annoncer, par exemple, « Tant d'escadrilles ennemies !» Sur ces enfêtes, une voix rauque sortant des haut-parleurs intimait aux collégiennes réquisitionnées et aux enfants des écoles primaires l'ordre d'aller se mettre à l'abri. Des secouristes circulaient pour distribuer des fiches rouges portant la mention « Hémorragie stoppée à XX heures, XX minutes ». On devait y préciser à quel moment on avait posé un garrot à un blessé, puis accrocher la fiche au cou de celui-ci. À peine 10 minutes après le début de l'alerte, l'ordre de se rendre tous aux abris était diffusé par les haut-parleurs. Les bras chargés de boîtes contenant les dossiers les plus importants, les employés se hâtaient vers les coffres du sous-sol. Puis une fois qu'il y avait déposé tous ces dossiers, c'était à qui se précipiterait le premier au dehors pour se joindre à la foule qui, traversant la place devant l'usine, s'enfuirait au pas de course, coiffé de casque ou de capuchon de protection. Le train est fini, je vais pouvoir parler normalement. Ce torrent humain affluait vers le portail principal. À l'extérieur s'étendait une plaine désolée, jaune et nue. À quelques 700 ou 800 mètres de là, dans le bois de pin qui recouvrait les flancs d'une colline, on devinait une multitude de petits abris anti-aériens. Se dirigeant vers eux, le flot de la foule muette, aveugle et irritée, qui s'était scindé en deux, s'élançait au milieu de nuages de poussière vers ce qui, de toute façon, n'était pas la mort, vers ce qui, de toute façon, allait le risque, malgré le risque d'effondrement de ces petites cavités de terre rouge, ne pouvait être la mort. J'avais profité d'un congé pour rentrer chez moi quand un soir, à 11 heures, j'ai reçu mon ordre d'incorporation. Un télégramme m'ordonnant de rallier mon unité le 15 février. Arguant du fait que les garçons de faible constitution étaient plus nombreux en ville qu'à la campagne, mon père m'avait suggéré d'aller plutôt passer mon examen médical au sein d'un régiment basé sur une région rurale où cette faiblesse physique serait plus patente. Et je m'étais donc rendu à cette fin dans le Kinki, plus précisément dans le département de H, là où ma famille avait son domicile légal.
donc Kinki, autre nom du Kansai, région située dans l'île principale de Honshu. Sur les plans historiques, économiques et culturels, c'est l'un des cœurs de l'archipel. Alors que les jeunes paysans soulevaient facilement une dizaine de fois d'affilée un gros sac de riz, je m'étais montré incapable de le porter jusqu'au niveau de ma poitrine, ce qui avait fait s'esclaffer le responsable de la commission médicale. Et néanmoins, on m'avait inscrit en classe B2. Et je devais donc, dès réception de ma lettre d'appel, rejoindre un rustique régiment de province. Ma mère pleura de chagrin, et même mon père se montrera plutôt abattu. Moi aussi d'ailleurs, la vue de cette convocation fut loin de m'emballer. D'un autre côté, étant donné mon espoir de mourir d'une belle mort, j'en vais à me dire que l'appel ne tombait pas si mal. Or, un rhume que j'avais attrapé à l'usine s'aggrava dans le train qui me menait en province, et lorsque j'arrivais chez des amis intimes de la famille, dans le village où, depuis la faillite de mon grand-père, nous ne possédions plus un seul pouce de terrain, je pouvais à peine tenir debout à cause d'une violente poussée de fièvre. Cependant, grâce aux soins dévoués dispensés par mes autres, et à la quantité industrielle de fébrifuges que j'avais ingérés et qui commençaient de faire effet, leur effet, c'est avec un certain entrain que je franchis l'entrée de la caserne escorté par les amis de ma famille. La fièvre, momentanément jugulée par les médicaments, montait à nouveau, tandis que je traînais. Non. La fièvre, momentanément jugulée par les médicaments, montait à nouveau. Tandis que je traînais, désœuvré dans le couloir où nous avait forcés à nous mettre nus comme des vers pour la visite médicale, préludant à l'incorporation, j'éternuais à qui mieux mieux. Le médecin militaire, un blanc-bec, prit pour un rôle des poumons les sifflements de mes bronches, et ayant confirmé ce faux diagnostic grâce au compte-rendu fantaisiste que je lui fis de mes antécédents de santé, demanda que l'on évalue ma vitesse de sédimentation. Celle-ci, à cause de la fièvre consécutive et à mon rhume, s'avéra plus élevée que la normale. Sous prétexte que je présentais des infiltrats pulmonaires, j'ai reçu l'ordre de rentrer dans mes foyers le jour même. À peine sorti de la caserne, je me mis à courir. La pente dénudée de l'hiver descendait vers le village. Et comme je le faisais à l'usine d'aviation, je courus à toutes jambes vers ce qui de toute façon n'était pas la mort, vers ce qui de toute façon ne pouvait être la mort. Dans le train de nuit, je tentais de me protéger du vent coulis qui pénétrait par une vitre cassée, tandis qu'une violente migraine et des frissons de fièvre me harcelaient. Je me demandais où je pourrais bien rentrer. Chez nous, à Tokyo, où l'on passait par des paniques d'angoisse à cause de mon éternel indécis de père qui ne se résolvait pas, toujours pas, à l'idée de se replier en province, dans cette ville pleine d'un sombre malaise qui cernait notre maison, parmi ces foules aux regards bovins, où tout le monde n'avait qu'une envie, s'interpeller pour demander « Vous êtes sains et saufs? Vous êtes sains et saufs? » Ou encore dans le dortoir de l'usine d'aviation où s'agglutinaient des étudiants au visage éteint, tous plus ou moins tuberculeux. Appuyé contre le dossier de la banquette, je sentais ces planches disjointes vibrer dans mon dos à chaque trépidation du train. Soudain, fermant les yeux, je me figurais qu'un jour où je me trouverais à la maison, toute la famille périrait dans un bombardement aérien. Cette vision fit naître en moi une répugnance inexprimable, car rien ne me causait un dégoût plus étrange que l'idée d'un lien entre la vie quotidienne et la mort. D'ailleurs, quand vient le moment de mourir, les chats eux-mêmes ne se cachent-ils pas pour se dérober au regard? Imaginez que je puisse assister à la mort atroce de ma famille et que je sois également vu d'elle dans une telle situation. Cette seule pensée me donnait des hauts le cœur. Une même mort venant s'abattre sur une famille entière, les regards de complicité avec la mort échangés entre le père, la mère, le fils, la fille à l'agonie. Pour moi, tout cela n'était que le double abominable de l'image du parfait bonheur au foyer, de l'harmonie au sein du cercle familial. Moi, je voulais disparaître en toute sérénité parmi des inconnus. Je n'étais pourtant pas dans le même sentiment qu'Ajax, le héros grec qui rêvait de mourir sous un ciel radieux. Ce que je désirais, c'était, comment dire, un suicide absolument naturel. Pareil à un renard, pas encore très futé, qui marche insouciant le long d'un sentier de montagne, et à cause de sa stupidité se fait tuer par un chasseur. Telle était la mort à laquelle j'aspirais. À cet égard, l'armée n'était-elle pas le lieu idéal? N'était-ce pas pour cela que j'avais tant désiré m'y enrôler? Pourquoi donc avoir ainsi menti avec véhémence au médecin militaire? Pourquoi avoir prétendu que depuis 6 mois j'étais fiévreux en permanence, que mes épaules étaient irrémédiablement raides, qu'il m'arrivait de cracher du sang, que la nuit précédente je m'étais réveillé trempé de sueur? Cela c'était vrai,
mais tout à fait naturel étant donné les quantités d'aspirine que j'avais avalées. Pourquoi, quand on m'avait enjoint de rentrer dans mes foyers le jour même, avais-je senti monter dans mes lèvres un sourire si incoercible qu'il m'avait fallu serrer les mâchoires pour tenter de le dissimuler? Pourquoi m'étais-je mis à détaler dès que j'étais sorti de la caserne? N'avais-je pas ainsi trahi mes espoirs? Comment expliquer que je ne sois pas reparti la tête basse, les jambes en coton d'un pas traînant? Mon élan vital, assez puissant pour me permettre d'échapper à cette mort que symbolisait l'armée, n'avait rien d'un obstacle dressé devant mon désir d'aller de l'avant. Cela, je le percevais fort bien et j'avais donc d'autant plus de mal à comprendre d'où venait la force qui m'avait poussé à quitter la caserne en courant. Dans le fond, n'était-ce pas tout simplement le désir de vivre, et qui plus est de vivre selon les impulsions du moment, sans la moindre volonté, comme lorsque je me précipitais hors d'haleine vers les abris antiaériens? Alors, soudain, une autre voix me déclara « Jamais, au grand jamais, tu n'as eu envie de mourir. » Ces mots eurent pour moi pour effet de délier les nœuds de la honte qui m'étranglait. Il m'est pénible de le dire, mais je comprenais enfin que je m'étais menti en prétendant vouloir entrer dans l'armée uniquement pour mourir, que j'avais protégé sur la vie militaire une vague attente d'ordre sensuel, et que le moteur qui m'avait permis de persister dans cette attente se réduisait à la conviction, une conviction primitive, commune à chacune de nous, et comparable à un envoûtement, que moi seul ne pouvais pas mourir. Pourtant, cette pensée n'avait rien de plaisant à mes yeux. Je préférais m'imaginer comme un être délaissé par la mort, et les étranges tourments de celui qui, malgré son désir de mourir, est ainsi rejeté par la mort. Je me plaisais à les jauger avec l'extrême concentration nerveuse et les gestes distants du chirurgien en train d'opérer quelques organes internes. La volupté que j'en éprouvais atteignait un degré presque pervers. À la suite d'un désaccord soudain avec la Société d'aviation, notre université nous avait tous retirés de l'usine avant le début du mois de mars et avait prévu une reprise des cours durant ce mois, avant de nous affecter début avril à une autre usine. Or, à la fin de février, près de 1000 avions ennemis attaquèrent. Il apparut évident que les cours prévus en mars resteraient purement hypothétiques. Et c'est ainsi qu'au plus fort de la guerre, nous nous retrouvâmes avec un mois de congé dont nous ne savions que faire. C'était comme si, pour un feu d'artifice, l'on nous avait offert des pétards mouillés. Cependant, en ce qui me concernait, ce cadeau, tout humide qu'il fût, me plaisait davantage qu'un sac de pain sec, autrement plus utile au demeurant. Car c'était un présent stupide, si représentatif de ceux dont nous gratifiait parfois l'université. Cela dit, à cette époque-là, un cadeau inutile, c'était déjà quelque chose. Mon rhume était guéri depuis quelques jours quand la mère de Coussano me téléphona. Elle me dit que pour la première fois, le droit de visite allait être accordé le 10 mars aux familles des soldats de l'unité de son fils, basée près de la ville de M, et elle me proposa de les y accompagner. Ayant accepté, je me rendis sans tarder chez les Coussano afin de régler les détails de ce déplacement. À l'époque, le moment le plus sûr pour sortir se situait entre la fin de l'après-midi et 8 heures du soir. Quand j'arrivais, la famille venait de finir de dîner. La mère de Coussano était veuve. Elle m'invita à la rejoindre en compagnie de ses 3 filles autour du kotatsu. Qu'est-ce que le kotatsu? C'est un chauffage d'appoint qui se compose en général d'une table basse recouverte d'une couette épaisse, sous laquelle est installé un convecteur électrique. On y glisse les pieds pour se réchauffer en hiver. Et elle me présenta à celle qui étudiait le piano, me disant qu'elle s'appelle Sonoko. Comme elle portait le même prénom que Madame I, une célèbre pianiste, je risquais une plaisanterie quelque peu ironique sur le fait qu'un jour je l'avais entendue jouer. La jeune fille de 18 ans piqua un fort sous le faible reflet de l'abat-jour et ne dit rien. Elle portait une veste de cuir rouge. Le 9 mars au matin, j'attendis donc la famille de Coussano sur le quai d'une gare proche de chez elle. J'apercevais dans le moindre détail de l'autre côté des voies l'alignement des boutiques comme le commerçant avait été forcé d'évacuer, boutiques en cours de démolition. Le fracas si net des travaux lacérait l'atmosphère limpide de ce début de printemps. On voyait parfois aussi dans les brèches des maisons éventrées affleurer des surfaces aveuglantes de bois dénudés. Les matinées étaient encore fraîches. Depuis plusieurs jours, on n'entendait plus sonner le moindre signal d'alerte. Entre-temps, l'air qui semblait lustré
avait trouvé sa transparence. Il frémissait délicatement d'une tension extrême où l'on pouvait lire les prémices d'un effondrement imminent. On aurait dit la corde d'un instrument qui résonne avec raffinement quand on la pince. On y percevait ce silence riche de vacuité, convergeant vers une mélodie qu'il allait atteindre un instant plus tard. Même les rayons froids du soleil tombant sur le quai désert frissonnaient de l'obscur pressentiment de quelque musique. Soudain, je vis une jeune femme en manteau bleu descendre l'escalier et venir vers moi. Très attentive à sa plus jeune sœur qu'elle tenait par la main, elle se déplaçait posément de marche en marche. Son autre sœur, celle de 14 ou 15 ans, agacée de la lenteur de cette allure et n'osant pourtant devancer les deux autres, en allant plus vite, progressait exprès en zigzag, et son pas faisait vibrer l'escalier désert. Sonoko ne semblait pas s'être encore aperçue de ma présence. De mon côté, je la voyais distinctement. De toute ma vie, jamais une femme ne m'avait autant ému par sa beauté. Mon cœur se mit à palpiter et je me sentis comme purifié. Ce que je viens d'écrire, le lecteur qui m'a suivi jusqu'ici aura bien du mal à le croire, car rien ne semble a priori différencier l'amour non partagé bâti de toutes pièces, éprouvé pour la sœur de Nukada de l'émotion qui, devant Sonoko, faisait battre si fort mon cœur. Car l'analyse impitoyable à laquelle je me suis livré dans le premier cas n'a pas lieu d'être mise de côté uniquement dans le second. Sinon, l'acte même d'écrire se réduirait d'emblée à une futilité. Et l'on pourrait penser que pour moi, l'écriture n'est rien d'autre que le produit de mon désir d'écrire. Que pour aboutir à mes fins, la cohérence suffit, et tout va alors pour le mieux. Pourtant, la part la plus précise de ma mémoire me soufflait que, sur un point, j'étais différent cette fois de celui que j'avais été jusqu'à ce jour-là. Et ce point, c'était le remords. Arrivé à 2 ou 3 marches du bas de l'escalier, Sonoko s'aperçut de ma présence et un sourire se dessina sur son visage, aux pommettes rougies de froid. Ses yeux à l'éclat noir, aux paupières un peu lourdes, qui se donnaient l'air ensommeillé, brillaient comme s'il voulait me dire quelque chose. Confiant la main de la petite fille à son autre sœur, elle se mit à courir avec souplesse sur le quai, comme un rayon de lumière qui tremble. À mes yeux, ce qui courait en ici vers moi, c'était le matin lui-même venant à ma rencontre, et non la femme en tant qu'être de chair, telle que je m'étais escrimé à me la figurer depuis le début de mon adolescence. Sans cette impression, je me serais contenté de l'accueillir en me berçant de faux espoirs, mais chose embarrassante, mon intuition me poussait à reconnaître en Sonoko, et elle seule, une qualité d'un autre ordre, qui fit naître en moi une profonde modestie, je me sentais indigne d'elle, mais n'avait rien à voir avec un complexe d'infériorité servile. À mesure que je la regardais de seconde en seconde approcher un peu plus de moi, une tristesse insoutenable me gagna. C'était une sensation que je n'avais jamais éprouvée. Une tristesse qui menaçait d'ébranler les fondements même de mon existence. Jusqu'alors, mon regard sur les femmes était teinté uniquement de curiosité enfantine et de feinte attirance sensuelle qui formaient un amalgame factice. Donc, amalgame dans le texte original est écrit amalgame, donc en anglais, en syllabaire, donc lettre pour lettre, sans l'idéogramme. Jamais, dès le premier coup d'œil, je n'avais été bouleversé par une tristesse si profonde, si inexplicable et qui ne faisait pas partie de mes masques. Je fus bien forcé d'y reconnaître du remords. Avais-je donc commis une faute qui me donnait droit au repentir? Le paradoxe était évident. Mais y aurait-il un remords d'avant la faute? Le remords même d'exister, que la vision de Sonoko aurait éveillé en moi? Ne s'agissait-il pas plutôt tout simplement d'une prémonition de la faute? Mais déjà Sonoko, irrésistible, était debout devant moi. Comme j'avais la tête ailleurs, elle réitéra ostensiblement le salut qu'elle venait d'esquisser. J'ai dû vous faire attendre. Maman et notre grand-mère, confondant plusieurs niveaux de politesse, elle rougit, n'ont pas encore fini de se préparer. Elles vont probablement arriver en retard. Alors, attendez un peu. Aussitôt, elle se reprit et parla avec plus de modestie. Voyez-vous l'obligeance d'attendre un peu? Et si jamais elle tardait trop, nous pourrions partir devant pour nous rendre à la gare de U. Au terme de ces quelques phrases prononcées gauchement, d'un air compassé, Sonoko poussa un long soupir.
Elle était grande pour une jeune fille. Sa tête arrivait à hauteur de mon front. Elle avait un buste très gracieux, bien proportionné et des jambes superbes. Son visage rond, aux traits enfantins, sans maquillage, semblait le reflet d'une ombre candide, ignorante de tout artifice. Ses lèvres étaient légèrement gercées, ce qui ne faisait qu'en rehausser l'éclat. Nous échangeâmes quelques propos pour tuer le temps. Je mettais toute mon énergie à paraître gai, toute mon énergie à passer pour un jeune homme étincelant d'esprit, et je me détestais dans ce rôle. Les trains ne cessaient de s'arrêter près de nous, puis de repartir avec des grincements sourds. À cette station, la foule des voyageurs se faisait de plus en plus dense. Chaque fois qu'un train arrivait, il interceptait le train qui versait sur nous sa tiédeur. Chaque fois qu'il redémarrait, la douceur des rayons du jour qui renaissaient sur mes joues me faisait frissonner. Au-dessus de moi, il y avait ce soleil et ses bienfaits généreux. Au-dedans de moi, ces instants où l'on ne désire plus rien, mais j'avais l'impression que tout cela ne pouvait être qu'un mauvais présage. Par exemple, le présage d'un raid aérien qui allait survenir soudain quelques minutes plus tard et nous tuerait sur place. Très optimiste. Il me semblait que nous ne méritions pas même un peu de bonheur, ou, pour inverser cette proposition, que la mauvaise habitude de considérer le plus infime bonheur comme une grâce avait déteint sur nous. Voilà exactement ce que je ressentais, à rester là, presque sans parler, en présence de Sonoko. Et elle aussi, j'en étais sûr, devait se trouver sous l'emprise d'une même impression. Comme la mère et la grand-mère de Sonoko n'arrivaient toujours pas, nous finîmes par monter dans un train qui nous mena jusqu'à la gare de U. Là, dans la bousculade des quais, nous fûmes interpellés par un certain monsieur Oba, qui allait lui aussi rendre visite à son fils, enrôlé dans le même régiment que Kusano. Ce banquier d'entre-deux âges, qui s'obstinait à porter veston et chapeau mou, était accompagné de sa fille, que Sonoko connaissait un peu. Elle était loin d'être aussi belle que Sonoko, et je ne sais pas pourquoi cela me réjouit. Comment expliquer cette émotion? Les deux jeunes filles, mains entrecroisées, se mirent sans façon à esquisser des moulinets avec les bras. Et même dans cette manière innocente de s'amuser, je décelais chez Sonoko une bienveillance tranquille, qui a le privilège de la beauté, et lui donnait l'air plus adulte que les jeunes filles de son âge. Le train était vide. Comme par hasard, Sonoko et moi nous retrouvâmes assis l'un en face de l'autre, près de l'une des vitres. Le groupe de M. Oba se composait avec la domestique de 3 personnes. Le nôtre, enfin au complet en comptait 6. Nous étions donc 9 en tout, pour les 8 sièges placés 4 par 4 de part et d'autre de l'allée centrale. J'avais fait ce rapide calcul de tête sans même s'en apercevoir. Sonoko l'avait-elle fait aussi? Au moment de nous affaler face à face sur nos banquettes, nous échangeâmes un sourire malicieux. Ce calcul un peu complexe nous valut donc l'autorisation tacite de nous isoler sur cet îlot perdu. Les convenances obligeaient la mère et la grand-mère de Sonoko à s'asseoir en face de M. Oba et de sa fille. Quant aux sœurs de Sonoko, la cadette choisit immédiatement un emplacement côté fenêtre, d'où elle pouvait à la fois apercevoir sa mère et regarder le paysage. La Benjamine la suivit. De ce fait, leur banquette devint une sorte de terrain de jeu. La surveillance de ces fillettes, qui se donnaient des airs de grandes personnes, était confiée à la domestique des Oba. Le dossier vétuste d'une banquette nous isolait, Sonoko et moi, des autres membres de notre groupe. Avant même que le train ne démarre, le wagon fut submergé par le bavardage de M. Oba. Ce discours de commère qu'il énonçait d'une voix grave ne laissait à son auditoire d'autre privilège que celui d'acquiescer à tout bout de champ. Je percevais de l'autre côté du dossier de notre banquette la stupeur de la grand-mère, si jeune d'esprit, de Sonoko, qui représentait pourtant l'élément le plus loquace de la famille Kusano. Elle semblait médusée. Elle et la mère de Sonoko ponctuaient parfois de « oui, oui » le monologue de M. Oba, et s'efforçaient de rire aux passages les plus marquants. La fille de cet homme, quant à elle, ne disait pas un mot, et le train se mit enfin en branle. À mesure qu'il s'éloignait de la gare, les rayons du soleil filtrant à travers les vitres sales vinrent tomber sur le rebord cabossé de la fenêtre, sur mes genoux et ceux de Sonoko. Nous tendions tous deux l'oreille au bavardage d'à côté tout en gardant le silence. De temps à autre, un sourire affleurait sur les lèvres de Sonoko. Aussitôt, son amusement me gagnait. Chaque fois, nos yeux se rencontraient,
Son regard brillait, espiègle, plutôt franc, qui la disait attentive à la voix de notre voisin, s'empressait alors de se détourner du mien. Moi, à l'heure de ma mort, je tiens à être vêtu comme aujourd'hui. Pour un homme, mourir en uniforme pseudo-militaire et en guêtre, ça ne permet pas de mourir tout à fait dignement, vous ne croyez pas? Quant à ma fille, je ne lui permets pas de porter des pantalons. Veillez à ce qu'elle meure habillée de façon féminine. N'est-ce pas la grâce d'une jeune femme N'est-ce pas la grâce qu'une jeune femme est en droit d'attendre de ses parents? Oui, oui. Cela n'a rien à voir. Mais lorsque vous voudrez faire évacuer toutes vos affaires de Tokyo, surtout ne manquez pas de m'en aviser. Dans un foyer sans hommes, les choses ne doivent pas être faciles. Alors, en cas de besoin, n'hésitez pas à vous adresser à moi. Vous êtes vraiment très aimable. Vous savez, ma banque a réservé un entrepôt dans la station thermale de thé. Et nous y envoyons les affaires de tous nos employés. Là-bas, les vôtres aussi seraient en sécurité, je vous l'assure. Vous pouvez même vous expédier votre piano si le cœur vous en dit. Nous sommes confuses de votre obligeance. Je change encore de sujet, mais votre fils a de la chance, car le commandant de son unité est un homme bien, apparemment. Ce n'est pas le cas dans l'unité de mon garçon. Il paraît que son commandement prélève à son profit une partie des denrées que la famille apporte de leurs soldats les jours de visite. Quand on en arrive là, plus rien ne vous distingue de ceux de l'autre bord. Le lendemain de visite, ce commandant souffrait même de crampes d'estomac. Eh bien, vous nous en direz tant. Un sourire difficile à réprimer apparaissait de nouveau sur les lèvres de Sonoko. La jeune fille semblait anxieuse. Elle sortit de son sac un livre de poche. Je me sentis dépité. En même temps, j'étais curieux de connaître le titre de cet ouvrage. De quoi s'agit-il? Elle avait ouvert le livre et, toujours souriante, y cacha à demi son visage, comme derrière un éventail, pour que j'en voie le dos. Je pus y lire « Histoire d'une naïade » et, entre parenthèses, « Undine » ou « Undine ». Undertale reference. Je sentis soudain une présence derrière nous, quelqu'un qui se levait de la banquette. C'était la mère de Sonoko. Apparemment, il cherchait à échapper au bavardage de Monsieur Oba. Mais ce n'était pas la seule raison. Prenant vers notre banquette ses deux filles, la Benjamine agitée et la cadette importune, elle nous dit « Allons, permettez à ces enfants turbulents de se joindre à vous. » La mère de Sonoko était une belle femme, très élégante. Le sourire qui agrémentait son intonation, pleine de douceur, se teintait par instants d'une nuance qui me fit presque mal. J'ai lu même une forme d'inquiétude matinée de tristesse. Dès qu'elle s'éloigna, Sonoko et moi nous jetâmes un regard furtif. Sortant un carnet de ma poche de poitrine, j'en déchirai une page sur laquelle j'écrivais au crayon. « Je sens que votre mère n'est pas tranquille. » Plaît-il? Sonoko tourna légèrement le visage vers moi. L'odeur de ses cheveux rappelait celle des petits-enfants. Après avoir lu le message, elle rougit jusqu'aux oreilles et baissa la tête. « J'ai raison, n'est-ce pas? »« Oh, mais je... » Nos yeux se rencontrèrent de nouveau. Nous nous étions compris. J'ai senti moi aussi le feu me monter aux joues. « Grande sœur, c'est quoi ça? » Le Benjamin tendit la main. Sonoko s'empressa de dissimuler le bout de papier. La cadette, quant à elle, semblait avoir compris ce qui venait de se tramer. Rouge comme un coq, elle avait pris des airs distants. Mais la façon dont elle se mit à tempêter contre sa petite sœur en disait long. Cet incident ne fit que faciliter la communication entre Sonoko et moi. Elle me parla de son école, des quelques romans qu'elle avait déjà lus, de son frère aîné. Et moi, j'orientais aussitôt la conversation vers des généralités, ce qui est l'ABC de l'art de la séduction. Nous causions avec beaucoup de familiarité, sans tenir compte des fillettes, si bien que celles-ci finirent par regagner les places qu'elles occupaient initialement. Alors la mère, avec le même sourire un peu embarrassé, fit revenir auprès de nous ces deux petites espionnes qui tenaient bien mal leur rôle. Le soir, après nous être tous installés dans une auberge à M, la ville proche de l'unité de Kusano, vint bientôt l'heure d'aller se coucher. Monsieur Oba et moi devions partager la même chambre. Quand nous nous retrouvâmes seuls, le banquier se lança sans la moindre retenue dans un discours anti-belliciste. Au printemps de 1945, ce genre de propos se murmurait à tout bout de champ, et j'en avais donc les oreilles rebattues.
Il me raconta qu'il avait investi des fonds dans une grande entreprise de céramique qui, au prétexte de réparer les dommages de guerre, projetait de fabriquer à grande échelle, en vue de la paix prochaine, des articles à usage domestique. Que d'ailleurs, apparemment, des propositions de paix étaient déjà en cours par l'intermédiaire de l'Union soviétique. Et cette péroraison interminable, débitée de sa voix grave, m'insupportait au plus haut point. J'avais besoin de solitude pour réfléchir à toute autre chose. M. Aubin, ayant ôté ses lunettes, son visage à l'aspect curieusement bouffi, s'enfonça dans l'ombre qui, une fois la lampe éteinte, se répandait dans la chambre, puis 2 ou 3 soupirs innocents se propagèrent en douceur à la surface de son futon. Bientôt remplacé par la respiration calme du dormeur, et tandis que la serviette fraîchement lavée qui servait de tête d'oreiller irritait mes joues en feu, je me plongeais enfin dans mes pensées. Outre la sombre irritation qui me menaçait chaque fois que je me retrouvais seul, la tristesse éprouvée ce matin-là à la vue de Sonoko, tristesse venant ébranler dans ses fondements mon existence même, s'éveillait encore plus vivement en moi. Et elle me dévoilait la fausseté de toutes les paroles que j'avais prononcées dans la journée, des moindres gestes et actes que j'avais accomplis. Car décréter d'emblée que tout cela n'était qu'un tissu de fausseté m'était bien moins pénible que de me perdre en conjectures sur ma fausseté même. Et j'avais donc opté depuis longtemps pour cette façon de me démasquer davantage car elle me rassurait. Mais en ces circonstances, comme dans bien d'autres, l'angoisse qui me tenaillait à me demander sans cesse ce qu'était fondamentalement la condition humaine, ce qu'était la structure incontestable de l'esprit humain, ne faisait qu'entraîner ma réflexion dans un cercle vicieux, totalement stérile. Si j'étais un autre garçon, qu'éprouverais-je? Si j'étais un être normal, qu'éprouverais-je? Ces pensées obsessionnelles me torturaient, se mettant aussitôt en pièces dès que j'en étais sûr de l'avoir enfin acquis, le plus infime fragment du bonheur. La comédie a fini par faire partie intégrante de ton système. Elle n'était déjà plus de la comédie. La conscience même que tu as de simuler l'homme normal a rongé en toi une forme de normalité originelle. Celle-ci n'est plus désormais qu'une normalité de façade. Cela, tu dois te le dire et te le redire. En étais-je venu à penser? Pour aller jusqu'au fond des choses, tu fais déjà presque partie de ces gens qui ne croient qu'aux contrefaçons. Mais en ce cas, si tu es tenté de considérer comme une contrefaçon née de ton esprit l'attirance qui porte ton cœur vers Sonoko, alors ce désir de voir dans ce faux amour un amour authentique est peut-être l'expression d'une simple mascarade. Bref, il est bien possible que tu sois en train de devenir un être incapable de nier ta propre nature. Et c'est maintenant que je me rends compte qu'en fait, le truc confession d'un masque, ça a peut-être un lien avec le concept de persona. Comme quoi chaque être humain porte un masque en société pour paraître plus normal, même si au fond, c'est tout ce que il sait pertinemment que c'est un masque, c'est une contrefaçon, une mascarade. Et ça, c'est un peu le thème central des jeux Persona. Non, Persona 5. Mais c'est un truc qui date, le concept de Persona. C'est pas Persona 5 qui a inventé le concept. Mais de ce que j'ai lu, ça me fait penser à ça. En plus, sachant que le livre s'appelle Confession d'un masque, ça me semble assez logique comme raisonnement. À force de songer ainsi, je m'étais presque assoupi quand soudain, porté par l'air de la nuit, un mugissement familier, sinistre et vaguement envoûtant néanmoins, arriva jusqu'à nous. On dirait une alerte, non? Je fus surpris que le banquier eût le sommeil aussi léger. Répondis-je, sans me mouiller. Longtemps, les sirènes continuèrent de résonner dans le lointain. Les visites commençant tôt à la caserne, notre groupe se leva à 6 heures. Cette nuit, les sirènes ont donné l'alerte, n'est-ce pas? Mais non! Au moment où nous nous disons bonjour dans le cabinet de toilette, Sonoko, l'air sérieux, répondit par la négative. Quand ils nous fûmes tous revenus dans leur chambre, ses sœurs trouvèrent là amplement matière à la taquiner. La seule à n'avoir rien répondu, c'est bien toi. Ah, vraiment, c'est trop drôle, s'exclama la Méjamine, renchérissant sur les réflexions de la cadette. Moi, j'étais tout à fait éveillé, alors j'étais entendu ronfler très fort. C'est vrai ça. Moi aussi, je t'ai entendu. Tes ronflements étaient si violents qu'ils couvraient presque le bruit des sirènes. C'est ce que tu dis. Mais alors, prouve-le. Du fait de ma présence, Sonoko toute rouge se défendait avec ardeur. Si tu continues à mentir aussi effrontément, tu vas le regretter.
Je n'avais qu'une seule sœur. Et dès mon enfance, j'avais rêvé d'un foyer plein d'animation, avec des sœurs de tous les âges. Cette brillante dispute où se mêlait une bonne dose de taquinerie était à mes yeux le reflet le plus juste, le plus vivant de ce qu'est le bonheur en ce monde. Mais elle réveilla aussi mes tourments. Durant le petit déjeuner, la conversation tourna exclusivement autour de l'alerte de la nuit précédente. La première depuis le début du mois de mars. Comme il s'était agi d'un simple signal d'avertissement, non suivi du grondement des sirènes annonçant un raid aérien, tout le monde en conclut que ce ne devait pas être bien grave. Pour ma part, grave ou non, peu m'importait. Bien plus. Même si ma maison avait entièrement brûlé durant mon absence, même si toute ma famille avait été tuée, cela m'aurait un peu délivré. À l'époque, on ne pouvait pas considérer ce genre de pensée comme le fait d'un cœur de pierre. Dans la vie quotidienne, les situations les plus inimaginables pouvaient se produire le plus simplement du monde, ce qui par un effet inverse avait appauvri notre imagination. Par exemple, se figurer l'anéantissement d'une famille entière était plus facile, car moins déstabilisant tout simplement, que de se représenter dans le quartier de Ginza, les fils de bouteilles d'alcool occidentaux alignés aux devantures des boutiques, ou le clignotement des enseignes au néon dans le ciel nocturne. Non, bien sûr, peu à la Blade Runner. Une imagination sans frein, quelle que soit la cruauté dont elle se porte, n'a rien à voir avec l'indifférence de cœur. Elle n'est que l'une des manifestations d'un esprit indolent et tiède. Abandonnant le rôle de tragédien que j'avais adopté la veille au soir, quand je m'étais retrouvé seul, je m'empressais au moment de sortir de l'auberge de jouer les chevaliers frivoles en marquant le désir de porter le sac de Sonoko. Je visais ici à faire de l'effet devant tout le monde. Son hésitation à accepter ma proposition allait sans doute être interprétée, non pas comme de la réserve à mon égard, mais plutôt comme le signe qu'elle craignait le jugement de sa mère et de sa grand-mère, ce qui devait l'emmener à prendre clairement conscience que l'intimité entre nous était assez grande pour lui faire craindre un tel jugement. Ce menu stratagème fut couronné de succès. Dès qu'elle m'eut confié son sac, Sonoko, comme si elle trouvait là un prétexte l'autorisant à marcher à mes côtés, ne me quitta plus. Alors qu'elle était amie avec la jeune Oba, qui avait à peu près son âge, elle ne lui adressait pas la parole, ne bavardant qu'avec moi, ce que je constatais avec un certain trouble quand parfois je lui lançais un regard. En ce début de printemps, le vent mêlé de poussière qui nous soufflait au visage emportait au loin par bribes la voix enjôleuse de Sonoko, aux accents si purs qu'elle avait quelque chose de pathétique. En secouant les épaules, je soupçais le sac de la jeune fille. Son poids ne suffisait guère à justifier le sentiment enraciné au fond de mon cœur, assez analogue à la mauvaise conscience du fugitif traqué. À peine étions-nous arrivés au faubourg de la ville que la grand-mère déclara forfait. Le banquier, rebroussant chemin jusqu'à la gare, se débrouilla, je ne sais trop comment, pour louer les services de 2 chauffeurs, et revint sans tarder avec les véhicules chargés de nous transporter. Eh bien, ça fait un bail! Comme je serrais la main de Kusano, je me consentis aussi effarouché que si j'avais frôlé la carapace d'une langouste. Ta main, qu'est-ce qui lui est arrivé? Hé hé, ça t'étonne, non? J'avais déjà assimilé cet air quelque peu dégagé, plutôt attendrissant, qui caractérise les nouvelles recrues. Il me présenta ses 2 mains. Elles faisaient peine à voir avec leurs gerçures, leurs crevasses, leur engelure incrustée d'huile et de poussière. Tout cela appelant effectivement une coquille de crustacés. Elle était en outre froide et moite. Ses mains représentaient une menace exactement semblable à celle que la réalité exerçait sur moi. Je ressentis comme à l'égard d'une frayeur instinctive. Ou plutôt, ce qui me faisait peur était-ce quelque chose de vague caché à l'intérieur de moi, et que ses mains impitoyables allaient dénoncer, allaient inculper. C'était la crainte, face à ses mains, de ne plus rien pouvoir dissimuler. À peine m'étais-je fait cette réflexion, que par contraste, l'existence même de Sonoko se para d'une signification nouvelle. Elle devenait la seule armure, la seule cotte de maille permettant à ma conscience vulnérable de résister à ses mains. Je me dis, coûte que coûte, il faut que tu l'aimes. Il faut que tu l'aimes étant en italique. Donc c'est important. Et cette injonction se transforma aussitôt en un impératif qui vint s'enraciner encore plus profond en moi que ma culpabilité. Kusano, qui ne s'était aperçu de rien, dit innocemment « Tu sais, quand on prend un bain et qu'on se frotte avec ces mains-là, on n'a même plus besoin de gants de crin. »
Un léger soupir s'échappa des lèvres de sa mère. Dans cette situation, comment se percevoir autrement que comme un importun dévergondé? Sonoko, l'air de rien, leva les yeux vers moi. Je baissai la tête. Si absurde que ce fût, j'avais l'impression que je devais lui demander pardon de quelque chose. Allons plutôt à l'extérieur. Kusano, avec une rudesse où se lisait un peu de gêne, poussa sa mère et sa grand-mère hors de la caserne. Dans la cour ouverte à tous les vents, chaque famille assise en rond sur le gazon pelé régalait sa jeune recrue. Et à mon grand regret, j'avais beau tenter de me faire à cette scène, je ne lui trouvais aucune beauté. Kusano, comme les autres, s'était vite assis en tailleur au centre de notre groupe, et tout en s'empiffrant de pâtisserie occidentale, il nous roulait de gros yeux pour me désigner le ciel du côté de Tokyo. Suivant son regard, je vis que la zone de collines où nous nous trouvions se prolongeait au-delà des champs désolés vers une plaine dans laquelle s'étendait la ville de M, tandis que plus loin encore, dans une brèche entre deux chaînes de montagnes plus élevées, l'on devinait le ciel de la capitale. Les nuages froids du début de printemps jetaient leur ombre aux alentours. Hier soir, par là-bas, tout l'horizon était rouge vif. Il a dû se passer quelque chose de terrible. Ta maison, elle n'est peut-être plus debout à l'heure où qu'il est. Jusqu'à présent, jamais un raid aérien n'avait rendu le ciel aussi rouge. Kusano était le seul à parler d'un air important. Il insistait pour que sa mère et sa grand-mère aillent se réfugier au plus vite en province avec ses sœurs, sans quoi il ne pourrait plus fermer l'œil. C'est d'accord, nous allons quitter Tokyo tout de suite, je te le promets, dit la grand-mère d'un ton ferme. Et sortant de son hobby, un petit carnet et un porte-mine d'argent mat, aussi mince qu'un cure-dent, elle se mit à prendre minutieusement quelques notes. Le retour en train fut morne. Même M. Oba, que nous avions rejoint à la gare, changeant radicalement, gardait le silence. Tout le monde semblait captif de cette attraction provoquée par les liens du sang, de cette sensation de douleur presque cuisante qui se déclenche lorsque les émotions cachées d'ordinaire au fond de soi se retrouvent exposées en surface. Lors de leur rencontre avec un petit-fils, un fils, un frère, sans doute avaient-ils mis leur cœur à nu, faute d'avoir autre chose à montrer, pour se rendre compte ensuite que ces épanchements mutuels étaient restés vains. Quant à moi, j'étais toujours poursuivi par la vision de ces mains pitoyables. À la tombée du jour, notre train arriva près de Tokyo, à la gare de Ho, où nous avions une correspondance pour la ligne circulaire.